Goldbroker.com own real physical gold and silver bars stored outside of the banking system. Bonjour, mon nom est Dan Popescu. Je suis analyste financier en collaboration avec Goldbroker.com. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer le Dr Philippe Herlin, chercheur en finance et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Adepte des penseurs du risque extrême comme Benoît Mandelbrot et Nassim Taleb, ainsi que de l'école autrichienne, il apporte son regard sur la crise actuelle, celle de la zone euro, des dettes publiques du système bancaire. Il est auteur de plusieurs livres et d'un livre référent sur l'or. L'or, un placement d'avenir, dont il souhaite lui voir jouer un rôle croissant dans nos économies jusqu'à la remonétisation pleine et entière de l'or. Il est aussi collaborateur chez goldbroker.com. Bonjour Philippe. Bonjour Dan. On commence une semaine assez mouvementée. On a vu aujourd'hui, après les événements en Chine, la baisse depuis 2 ou 3 mois d'à peu près 40% des marchés financiers chinois. Aujourd'hui, vendredi et aujourd'hui, il y a une baisse de 1000 points sur le Dow Jones, sur les marchés européens, mais aussi américains. Une petite reprise, mais l'or n'a pas beaucoup bougé. Est-ce que je peux avoir votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers? Oui, ce qu'on peut dire par rapport à la crise chinoise qui se répercute en Europe, aux États-Unis, c'est qu'en fait, ça nous dit que nous ne sommes toujours pas sortis de la crise de 2008. Il faut comprendre que depuis la crise des subprimes, on a pu faire semblant de sortir de la crise et avoir un peu l'impression d'avoir un peu de croissance, uniquement parce que les banques centrales ont fait de la planche à billets, ont mis les taux à zéro aux États-Unis et puis en Europe. En Chine, on a fait un peu différemment. On a surtout fait de la relance en construisant des infrastructures et d'immobilier via les banques régionales qui ont été poussées à faire beaucoup de crédits. Et puis, les autorités centrales chinoises se sont rendues compte qu'il y avait quand même énormément de crédits de pas très bonne qualité, donc elles ont mis le holà. Et puis, voilà, ça provoque un peu cette baisse d'activité. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Chine a toujours tendance à mentir sur les statistiques. Enfin, tout le monde ment sur les statistiques, mais quand la Chine annonce 7% de croissance, maintenant, plus personne n'y croit. Quand on regarde des chiffres physiques bruts, comme par exemple le trafic ferroviaire ou la consommation d'électricité, des choses comme ça, on est plutôt à 2 à 3% de croissance en Chine. Et ça, les marchés commencent à se rendre compte. Le problème, c'est que le dernier espoir de croissance s'envole, la dernière locomotive s'arrête. Et là, tout d'un coup, on pourra dire que le voile se déchire, que la reprise qu'on essaie de nous vendre depuis mars 2009 exactement, c'est-à-dire depuis que la Fed a commencé son premier plan de quantitative easing, cette reprise qu'on essaie de nous vendre, eh bien, tout le monde se rend compte que c'est du flan, quoi. Voilà. Aux États-Unis, la croissance, elle n'a jamais vraiment dépassé 2% en moyenne, ce qui est quand même pas terrible pour les États-Unis. En Europe, elle n'a jamais été flamboyant, on est à zéro. Et puis maintenant, la Chine, enfin les pays émergents, le Brésil aussi, on n'en parle plus, c'est fini, il n'y a plus de croissance au Brésil. Et puis maintenant, la Chine, la dernière grosse locomotive qu'on pensait qu'elle allait nous sortir de la crise, elle est à l'arrêt. Et donc là, les marchés se rendent compte qu'il n'y a plus de sol sous leurs pieds, quoi. On a vu la semaine passée une augmentation du prix de l'or dans toutes les devises, puisque ça fait depuis quelque temps que l'or monte par rapport à l'euro, aussi le rouble, le roupie. Mais à partir de la semaine passée, il a commencé aussi à augmenter par rapport au dollar américain. Donc, est-ce que c'est un changement? Est-ce que tu crois que la baisse de l'or est terminée, cette phase où tout le monde pensait que l'or s'en va à zéro? Pour l'instant, les marchés actions rapportaient de l'argent. Il y avait une croissance, donc il y a beaucoup de gens qui plaçaient leurs espoirs là-dedans. Et maintenant que les marchés baissent, qu'est-ce qui reste quand on veut placer son argent? L'immobilier, il commence à y avoir des bulles un peu aux États-Unis, un peu dans les pays qui ont repris, c'est un peu bullaire, c'est un peu dû au crédit, mais il n'y a pas vraiment de croissance auto-entretenue. Il n'y a pas de vraie reprise. Donc, qu'est-ce qui reste comme placement? Si on a de l'argent, de plus en plus de gens vont se rendre compte que l'or, c'est un bon placement à prendre en compte. Et vous dites que l'or a monté, mais en fait, ça reste marginal. Donc,
Moi, je dirais que c'est vraiment le moment pour ceux qui avaient des actions ou qui avaient des obligations d'État ou qui avaient des choses comme ça, de l'assurance vie, des trucs qui risquent un peu de souffrir dans les mois qui viennent. Voilà, c'est le moment. L'or est pas cher, il a un peu monté, mais ça reste marginal. Donc, c'est le moment d'y aller, quoi. Est-ce que je peux te demander ton opinion sur les réserves d'or? On a eu l'annonce récente d'une mise à jour après 5 ans des réserves d'or de la Chine, des achats constants d'or par la Banque centrale russe et d'autres pays. Comment est-ce que tu vois cette annonce que la Chine a fait? Est-ce que ce chiffre te paraît plausible? Pas vraiment, en fait. La Chine a annoncé, je sais plus, un chiffre genre de 1500 tonnes, enfin, mais vraiment pas grand-chose. Alors, les journaux ont dit, oh, c'est incroyable, ça fait plus 50% en l'espace de 4 ans, mais c'est pas grand-chose. Et surtout quand on sait que la Chine a des mines d'or chez elle et que toute la production reste dans le pays. Et d'autre part, on sait que la Chine achète de l'or, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres places, comme Singapour ou Hong Kong, d'autres. Et donc, il est évident que les réserves d'or de la Chine sont nettement supérieures aux chiffres officiels qu'elle a donnés. Et je crois que la Chine, alors ça peut être là aussi le cas pour la Russie, et je crois que la Chine ne donne pas le vrai chiffre parce que c'est une carte qu'ils gardent dans leur manche. Ça servirait à rien aujourd'hui de dire qu'ils ont 8000 tonnes d'or, enfin ça ferait un choc, mais ça pourrait déstabiliser les marchés, c'est pas important. Mais ils le gardent pour le moment où il y aura vraiment de gros problèmes sur les devises. Parce que ce qui se passe en ce moment aussi, c'est que toutes les devises sont en train de se dévaluer. Alors le dollar reste plus fort, mais c'est relativement aux autres. Mais on voit que toutes les devises des pays émergents baissent, l'euro baisse, et puis la Chine a dévalué plusieurs reprises sa monnaie. C'est d'ailleurs ce qui a un peu provoqué le crack, parce que ça a semé le doute et les inquiétudes sur l'économie. Donc on ne va pas dire qu'on est encore dans une guerre des devises, dans une guerre des monnaies, parce que les mouvements sont encore limités et ils ne se font pas de façon abrupte. Mais on pourrait y arriver assez vite, vu ce qui se passe sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers, on pourrait y arriver. Et à ce moment-là, le fait de révéler pour la Chine qu'elle a beaucoup d'or, c'est une façon de rassurer. Voilà. Mais je pense qu'elle garde ça pour plus tard. Est-ce que tu penses, Philippe, que la Chine prépare de soutenir son yuan, sa devise, avec de l'or, ou est-ce que c'est plutôt pour le soutenir, mais sans... Il y a des gens qui parlent d'une couverture en or du yuan. Est-ce que c'est ça la stratégie, ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils ne sont pas sûrs de la réaction des Américains, surtout en ce qui concerne les DTS, puisque la Chine a annoncé sa volonté de faire partie des DTS? Oui, alors ça c'est une autre raison, c'est que la Chine demande à ce que sa monnaie, le yuan, fasse partie du panier des DTS. Il y a seulement le dollar, l'euro, le yen et je crois que c'est à peu près tout. Bon. Et ce qui donnerait un statut prestigieux au yuan, et ça générerait aussi un flux d'achat parce que ça deviendrait une monnaie plus importante. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pas non plus une bonne idée de dire qu'on a de l'or, parce que soit on rentre dans les FMI, qui a une logique de monnaie, aussi de monnaie papier, bon, soit on dit qu'on a de l'or et on se fixe à l'or, mais on fait pas les deux à la fois. Donc c'est aussi pour ça, je crois, que la Chine n'a pas donné son vrai tonnage en or. Mais c'est vrai qu'il y a actuellement des manœuvres de la Chine pour accrocher le yuan au DTS et donner plus de valeur, plus d'importance au yuan dans les échanges. Ils font plein d'accords bilatéraux avec des pays asiatiques pour se payer en yuan plutôt qu'en dollars. Donc ça plaît pas trop aux Américains, parce que ce qui fait la puissance du dollar, c'est le fait que c'est la monnaie de transaction mondiale dans quasiment toutes les matières premières et beaucoup de produits industriels. Donc ça ne plaît pas trop aux États-Unis. Donc en arrière-plan, il y a aussi une guerre entre les deux premières puissances économiques mondiales. Est-ce que ça te surprend le silence des États-Unis à cette stratégie? Moi, je regarde toutes ces ententes bilatérales que la Chine signe et qui ont comme objectif principal de ne pas utiliser le dollar américain. On n'a pas eu une grande réaction. Est-ce que les États-Unis vont jouer le jeu d'accepter le yuan dans les DTS? Ils ont un droit de veto encore. C'est difficile, mais c'est pas quelque chose qui plaît aux Américains. Donc, ils peuvent utiliser leur droit de veto, mais ils peuvent aussi agir de façon détournée. Utiliser un droit de veto, c'est affronter
directement son adversaire à visage découvert, donc c'est pas forcément une bonne option au niveau diplomatique. Il peut aussi agir par des pressions. Bon, voilà, quoi. Il y a un peu une guerre aussi sur les devises entre le dollar et le yuan. Et je crois que les Américains sont peut-être pas très mécontents de ce qui arrive à la bourse chinoise en ce moment, qui remet un peu la Chine à sa place, un peu comme la crise boursière au Japon des années 90 a brisé net les rêves d'expansion de l'économie japonaise, qu'à l'époque on présentait comme la future deuxième puissance et qui allait rattraper les États-Unis. Bon, et puis depuis l'explosion de la bulle en 1990, ils sont plus discrets. Et je crois que les Américains aimeraient bien que la Chine se prenne un coup du même type, quoi, et que ça rabaisse un peu leurs prétentions. L'orgueil et l'élan qu'ils ont eu dernièrement. Est-ce que je pourrais te demander ce que tu en penses? On a vu durant ces 2-3 mois une baisse du prix de l'or, mais en même temps une grosse demande de pièces d'or, de lingots d'1 gramme qui a un premium quand même assez grand. Le plus grand raffineur d'Australie a annoncé que s'il pouvait en produire plus, il en produirait. Il y a eu une annonce que l'Allemagne a été un grand acheteur, peut-être à cause de la crise en Grèce, mais il y en a eu aussi aux États-Unis, surprise, et au Canada. Donc une demande mondiale et qui n'est pas, il paraît que durant la crise de 2008, c'était surtout les banques centrales, mais que cette fois-ci, c'est plutôt l'investisseur individuel qui en achète. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois ça en Europe? C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, depuis quelques années, une déconnexion entre le marché physique de l'or, qui se porte très bien, les pièces comme les lingots, aussi bien aux États-Unis, en Asie, aussi en Europe, mais un peu moins, enfin, et en France pas trop, mais bon. Et puis le marché de papier, dont on sait qu'il est en grande partie manipulé par les banques. Alors, à une époque, quand on le disait, on passait pour des complotistes un peu débiles. Et puis là, on a vu qu'il y a eu des procès qui sont sortis pour différents marchés. Alors, l'or, mais aussi les devises. Et il y a beaucoup de grandes banques internationales qui se prennent des procès et des amendes très élevées. Et donc, ça confirme que le marché de l'or, comme beaucoup d'autres marchés, était manipulé. Donc, c'est pour ça que l'acheteur d'or ne doit pas se fixer par rapport au prix de l'or au jour le jour, mais il doit s'interroger sur la valeur intrinsèque de l'or et qu'il doit comparer à la valeur intrinsèque d'un portefeuille boursier en Europe, en Chine ou aux États-Unis, ou d'un portefeuille d'obligations d'État en euros ou en dollars ou autre. Voilà, il doit se poser ces questions-là plutôt que d'avoir le nez sur les indices, quoi. Et quand il mène cette réflexion, il se rendra compte que le fait d'avoir de l'or physique, c'est une nécessité, d'avoir une part de son épargne en or physique. Et puis, vu les temps qu'on vit là depuis quelques jours, il peut même avoir un pourcentage plutôt élevé d'or physique, hein, parce que ça risque de tanguer. Alors, pour l'instant, c'est les marchés boursiers, mais il y a aussi des devises, comme on disait tout à l'heure, qui sont en train de glisser, même s'il n'y a pas de mouvement encore brusque. Mais ça peut arriver. Et puis après, il y a le marché obligataire, les obligations souveraines, c'est un énorme marché qui, pour l'instant, ne bouge pas. Mais voilà, il ne manquerait pas d'être affecté à un moment ou à un autre. Donc, il faut vraiment se poser la question de leur physique pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qu'on a une petite partie. Il y a eu beaucoup d'articles dans les derniers 4 mois sur la confiscation de l'or aux États-Unis. En même temps, le bannissement de l'argent liquide. Il y a des économistes, pas n'importe qui, des grands économistes américains et allemands qui ont eu même une rencontre supposément secrète avec les banques centrales pour bannir l'argent liquide. On a déjà beaucoup de restrictions. Je crois que dernièrement en France, il y a eu une loi pour limiter les transports d'or et d'argent liquide. Et comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une interdiction de la circulation de la monnaie physique et de l'or? Je pense pas, parce que je crois que c'est surtout parce que les États cherchent des recettes fiscales à tout prix, et que donc ils veulent étouffer progressivement le marché au noir. Ils font en sorte de restreindre la circulation du liquide. Maintenant, moi, je considère que supprimer le liquide et puis confisquer l'or, ça voudrait dire qu'on bascule dans une société qui n'est plus une société vraiment démocratique, quoi.
Parce qu'après ça, il y aurait la liberté d'expression qui tomberait, le droit de propriété. Enfin bon, tout ça, ça va un peu ensemble, quoi. Non, je pense pas qu'on y soit encore. Voilà. Enfin, et puis je dirais, un risque de confiscation. Ce qu'on peut vous confisquer facilement, c'est votre appartement, vos œuvres d'art. Alors que l'avantage de l'or, c'est que on peut le transporter facilement. Donc à la limite, on peut fuir, on peut au moins essayer de fuir avec. Alors qu'on peut pas fuir avec sa maison. Voilà. Donc même si ça devait arriver, autant avoir de l'or que de l'immobilier. Voilà. Exactement. Je te remercie beaucoup, Philippe, pour tes commentaires. Très intéressant, un point de vue européen. Les gens peuvent te suivre sur le site de Goldbroker parce que tu fais aussi des commentaires régulièrement sur le site. Merci beaucoup, Philippe.